Salut à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cet épisode numéro 158 de Bits, l'émission qui vous traite d'actu-tech, espèce d'actu-tech, qui traite toute l'actu-tech des derniers jours, des dernières semaines. Et ce soir, je suis accompagné, maintenant, ça dépend à quelle heure vous nous regardez, de Pierre. C'est moi. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps. Tu es toujours en vie? Oui, je suis toujours en vie. Ce n'est pas un méca de toi qui... Non. Je spoil les actus. Ou la subtile allusion. Subtile transition. Mais avant de commencer direct sur les news, un petit rappel pour ceux qui nous regardent. Si vous souhaitez nous soutenir, ce qui nous aide beaucoup, ce qui participe à tout ce qu'on peut construire ici dans ce studio, notamment à... Regardez, on a ça, vous avez vu, un petit Mario qui pop en bas des trucs. Donc à la déco et au travail qu'on fournit, parce que ça prend du temps de travailler toutes ces actu-tech, de faire de la veille, de préparer des sujets. Et du temps, c'est de l'argent, évidemment. Donc, pour nous soutenir, voilà, pour résumer tout ça, ça se passe ici, dessous Pierre, vous voyez, c'est marqué en dessous, tipeee.com/stdrenegade. Ça, c'est pour les soutiens en direct. Mais il y a aussi Twitch Prime qui s'appelle maintenant Prime Gaming. Ils ont encore renommé, renommé. Voilà. Amazon qui met sa patte un peu partout. Donc Prime Gaming, donc si vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez la possibilité de nous soutenir sur Twitch en allant sur une chaîne, sur notre chaîne du coup, et twitch.tv/StudioRenegade et en vous abonnant gratuitement du coup. Et ça nous aide et ça nous permet de continuer à produire des magnifiques émissions. Exactement. Voilà, j'ai fait 1 minute pile poil là-dessus et du coup, on parlait tout à l'heure d'un Pierre super mécanique. Mais tu vas bientôt avoir un méca à toi tout seul. Ah, mais la superbe transition de fou. C'est travaillé tout ça, j'ai passé beaucoup de temps. C'est clair. Non, on va parler un peu de Furion. Furion, c'est une marque d'électronique qui n'est pas forcément très grand public, parce qu'à la base, c'est quand même de l'électronique de luxe. Ils font des appliances aussi, enfin des appliances. De l'électroménager, on dit en français. Ils font de l'électroménager, ils font du Wi-Fi, ils font même des routeurs Wi-Fi, des trucs comme ça. Mais plutôt orienté véhicule marin, véhicule terrestre. Un routeur Wi-Fi maritime? Ouais, pour avoir le Wi-Fi dans ton yacht. Ok. Ah bah oui. D'accord, je comprends. Ah bah oui. C'est sûr que maintenant que tu le dis, dans ton Zodiac, le Wi-Fi va pas trop te servir, on est d'accord. Mais dans ton yacht, bien sûr qu'il te sert. Dans ma baignoire, ça marche aussi. Tout à fait. Et donc Furion a une division de R&D dans la robotique et plus particulièrement dans les exosquelettes. Ça m'intéresse. Et ça fait une dizaine d'années qu'ils bossent sur ça. Donc c'est quoi ça? C'est un tétrapode. C'est un exosquelette tétrapode. Alors c'est pas un robot, puisque c'est un vrai exosquelette. Puisqu'en fait, au milieu, t'as un pilote. Là, tu le vois pas des masses. Mais au milieu, il y a quand même un pilote. Il est quoi? Il est bien protégé au milieu quand même. Hein. Il est bien protégé, ouais. Bah, c'est-à-dire que la bestiole fait quand même 3,5 tonnes. Donc t'as pas trop intérêt à te retrouver dessous, si jamais il tombe, le truc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? 4,20 m de haut, 5 mètres de large. C'est du beau bébé quand même. Ça doit peser, mais 3 tonnes, non? Bah 3,5 tonnes. C'est vrai. Oh, sans lire les notes de Pierre, parfait. Je l'ai dit juste avant. Ah pardon. J'écoutais pas. Tu m'écoutes pas. Et alors, à quoi donc est-ce que ça sert? Eh ben, c'est un méca qui a été créé à la base, enfin un exosquelette qui a été créé pour faire de la course. What? Parce qu'ils veulent créer une ligue de course de méca. Donc, bienvenue dans le futur. Les nouveaux sports mécaniques, alors pas automobile ni moto ou quoi que ce soit, mais ils veulent carrément faire des courses en méca. Alors du coup, sa vitesse de pointe est de 30 km/h quand même au machin. Waouh, ça décoiffe, hein. Ouais, 30 km/h, c'est un truc de ouf. Mais en même temps, quand tu le vois marcher, est-ce que j'ai un... Ouais, là tu vois, quand tu le vois marcher, le truc, tu vois que, bon, c'est un tétrapode, donc ça a 4 pattes, comme son nom l'indique. Tu vois qu'effectivement, déjà à 30 km/h, ça doit être bien chaud, je pense. Tu le remues bien au milieu, ça doit être tu remues un truc beaucoup. de dingue. Tu remues beaucoup. Je pense que ça doit être assez compliqué sur la longueur. Alors sur la longueur, d'accord, mais en fait au niveau des specs, on sait que on a... Alors entièrement électrique, le machin. Okay. Donc il fonctionne sur batterie. Autonomie entre 30 et 120 minutes. J'imagine que ça dépend de l'allure à laquelle tu le fais aller. La fourchette est large. Entre 30 et 120 minutes. Donc 120 minutes en veille. C'est ça. Et 30 minutes si tu cours un peu, j'imagine. Mais ouais, du coup, le bousin est un gros machin, quoi. C'est un gros bébé.
Le PDG de la boîte, c'est ce monsieur-là, qui s'appelle Jonathan Tippett, qui est le founder, j'imagine, de la boîte originale qui a dû certainement se faire racheter par Furion. Oui, sûrement, ça doit être ça. Ouais. On le voit ici aussi. Faut savoir que c'est le seul vrai pilote à l'heure actuelle dans le monde qui sache piloter ce genre de truc. Parce que ça fait 10 ans qu'il est dessus quand même, le gars. C'est celui qui a survécu, surtout, peut-être, pilote. C'est ça, c'est celui qui a survécu. Ça fait 10 ans qu'il est sur ce projet, en fait. C'est pas hyper nouveau, parce qu'ils l'ont présenté en 2018. En 2018, ils ont notamment parlé de comment on le pilote. Donc on le pilote comme ça. Ah, le mouvement En de la fait- jambe est terrible. Alors, tu as 4 pattes. Les 4 pattes sont pilotées par tes 4 membres. Mais ça serait pas un tétrapode? C'est un tétrapode, Ah, tout à d'où fait. 4 pattes, c'est ça? Non, je sais pas, parce que... Et du coup, les pattes extérieures sont contrôlées par tes bras, et les pattes intérieures contrôlées par tes jambes. Donc tu vois, effectivement, je pense que ça doit pas être méga facile quand même à appréhender le Non, machin. c'est clair, c'est clair. Mais du coup, c'est pas nouveau, on a dit. Ils l'ont présenté en 2018. Ce qui est nouveau, c'est ça. C'est quoi? Tan, tan, tan. Quoi, un Kickstarter? Un Kickstarter dont l'un des perks... Pour en avoir un chez toi, c'est ça? Non, Oh, c'est allez. pour avoir une introduction au pilotage avec Un cours? 1 heure de siège. C'est les box cadeaux là qu'on C'est t'offre ça. sur ça? C'est ça. Les smart box. C'est un Smartbox Smartbox pilotage. robot, enfin méca. Donc on peut prétendre au pilotage de ce truc-là en participant au Kickstarter. Alors les paliers, enfin il y a plein de, enfin comme dans toutes les campagnes Kickstarter, il y a des tonnes de paliers. Il y a plein de goodies type les stickers, les machins, enfin tout ce genre de choses. Et le palier pour avoir 1 heure de méca, enfin donc une introduction, et ils disent 1 heure La de, contrepartie, une ouais. sit hour. Donc j'imagine que c'est 1 heure de dans le dans Ah, 1 heure le- de conduite. Donc Ouais, t'as 1 peut-être heure de des cours conduite. de théorie avant. Alors je pense que c'est 1 heure dans le méca, dans l'exosquelette. Déjà, ça doit être Déjà bien. t'as une bonne trentaine de minutes à mon avis à juste savoir où sont les manettes. Je pense que ça doit pas être 1 heure de conduite non plus. Et le palier est à 2500$ canadiens. Donc c'est quand même relativement abordable. Ah, faut bien sûr, il financer. faut avoir des sous. Faut financer tout ça quand même. Exactement. Ça fait 1 600€. Ça fait 1 600€. Ouais, quand même. Au-delà du fait qu'il faut se déplacer quand même jusque dans la région de Vancouver, puisque c'est là-bas qu'ils officient. Bon, et sachez qu'il y a aussi le palier le plus haut, il est à 13 000$ canadiens. Ah, mais voilà, c'est celui-là qu'il faut. C'est 8400€. Ouais. Donc vous savez ce qu'il faut faire dans la chatroom. Hein. Allez-y, allez-y. Mais justement, la chatroom s'est lâchée là. Et c'est un bootcamp de 3 jours. Franchement, si vous nous le payez, On y va. je pense qu'il y a moyen qu'on live stream le truc. Non, je m'avance un peu parce qu'à Vancouver, je sais pas quel est l'état du réseau. Du réseau, ah oui, c'est vrai, peut-être. Ça doit être un peu compliqué dans la campagne canadienne. On amène la 5G là-bas. Ouais, ça tout à fait. Tout à Non, fait. ils font des belles vidéos. Donc c'est un bootcamp de 3 jours quand même. Ok. Donc le truc est plutôt pas mal. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces paliers-là, vous payez certes 1600€ ou 8400€, mais vous avez quand même votre petit sticker, votre petit chapeau, votre petit patch et votre petit t-shirt. Alors t'équipes jusqu'au bout là. C'est clair, c'est un truc de ouf. Magnifique. Bon, donc c'est ça la nouveauté, grosso modo, de ce truc-là. Moi, je trouve ça assez fandard quand même. Ça doit être assez rigolo. Par contre, ça a l'air à peu près dangereux. Ah, C'est-à-dire trop bien. quand tu vois le machin de 3 tonnes 5, ce qu'il est capable de faire, bon. Puis s'il tombe là, tu dois être bien secoué aussi. Hein. Ouais. Et puis, tu dois bien flipper, je pense. Ils en sont où de leur Kickstarter? Ben là, quand j'ai fait le screen, ils étaient fondus. Enfin, fondus. Ouais, ils étaient fondus. Ils ont fondu les points. À 33 000€. Funded, donc. Ouais, ils étaient founded. De toute façon, je pense qu'ils sont là juste pour empocher des sous. Le but, c'est pas d'avoir une vraie campagne derrière. Oui. Donc, ils sont déjà founded. Envoyer de l'argent. Ouais, après, dans les paliers, ils te disent, voilà, si on arrive à 3 millions de dollars, on va faire d'autres mechas, machin, etc. pour faire une première course. Cool. Mais bon, moi, je trouvais le truc assez rigolo. Donc si jamais un jour vous êtes dans les environs de Vancouver et que vous avez un peu d'argent à jeter par les fenêtres, un peu d'argent dans votre poche, un peu de n'hésitez pas à jeter. Très bien. En parlant de gens qui jettent de l'argent par les fenêtres,
On remercie du coup, puisqu'on a fait le lancement, on remercie en live Damios66 qui s'est abonné avec son Twitch Prime pour 37e mois. On remercie aussi Florent le Geek, 4e mois, et également Cybersimple. C'est Cybersimple pour son 12e mois. Merci à vous. Merci. Bon, en parlant de grosses machines. Ouais, on parle des machines qui volent. Ah, voilà, on parle de machines qui volent également. Des machines qui volent et qui bug? Non. Qui bug? Oh, c'est pas tant les machines qui bug. Non, c'est pas tant la machine qui bug. Alors, parlons de ce magnifique Flight Simulator. Ouais, Flight Simulator, donc c'est la nouvelle version qui a été faite par Asobo Studio, j'ai envie de dire Cocorico. Cocorico, bordel. Voilà, c'est un cannelé, chocolatine, etc. Exactement. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. On avait reçu Antoine. Oh, il y a longtemps. Ouais, de HoloLens, qui est leur division B2B. HoloForge, pardon. Qui est leur division B2B, qui fait des applications HoloLens. Yes. Et donc Flight Simulator, il y a 4 ans, on avait été chez eux même. Hein. Ouais. Il y a 4 ans, on avait fait un beat chez eux pour tester les HoloLens quand ils avaient sorti les premiers jeux dessus. Eh bien oui, oui, tout à fait. Et ce Flight Simulator, Nico l'a streamé sur la chaîne. Eh oui. Tout à fait. Alors, pourquoi on vous parle de Flight Simulator? Oui, pourquoi Pierre, enfin? Tout simplement parce que il y a quelque chose qui a été vu comme une espèce de glitch. Donc là, on est au-dessus de la banlieue urbaine de Melbourne. Et alors, tu vois une espèce d'artefact, de monolithe. Je vois pas où. Un peu près au milieu. Regarde, hop, on zoome. Ouh. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est quoi donc? C'est tout simplement une tour de 212 étages au milieu de la banlieue, de Melbourne. Bien sûr, elle n'existe pas, cette tour. Bon, je pense qu'elle doit être plutôt impressionnante du coup, allez voir. Ça doit être, je pense que tu dois bien l'avoir. Avec l'ombre et tout. Ah oui, bah tout est bien rendu. Hein. Ah, le rendu est top, hein, franchement nickel. Alors pourquoi cette tour existe? Eh ben tout simplement parce que Asobo, pour modéliser le monde et les parties du monde dans lesquelles vous pouvez voler dans Flight Simulator, soit dit en passant, c'est assez magnifiquement fait et a priori le souci du détail est vraiment poussé jusqu'au bout. Yes. Et pour avoir ce détail jusqu'au bout, ils se sont basés, ils ont nourri leur moteur de jeu avec les données de la plateforme collaborative OpenStreetMaps, qui est une plateforme de cartographie dans laquelle tout le monde peut enrichir les données de la plateforme. Collaboratif, tout le monde. Exactement, un peu comme un Wikipédia mais des cartes. Exactement. Et il y a un an qui a fait une édition. Alors c'est pas un troll, hein, a priori, le mec il a fait que des éditions qui vont bien. Sauf celle-là où il y a une belle faute de frappe. Donc au lieu de taper 2 étages, il a tapé 212 étages. Il est tombé sur son clavier à force d'éditer. Exactement, je pense qu'il s'est endormi ou le chat est passé ou un truc dans le genre, je ne sais pas. Mais toujours est-il que du coup il a dit que ce bâtiment-là avait 212 étages, d'où le superbe monolithe qu'on retrouve dans Flight Simulator. Donc c'est rigolo quand même de voir à quel point un petit glitch, enfin même pas un petit glitch, une petite faute de frappe. Non mais c'est hallucinant. Et puis surtout c'est une faute de frappe qui n'est même pas due à l'équipe. L'équipe de dev a rien à voir. Bon après ils ont pas non plus pu faire le tour du monde complet à 100% pour s'assurer que toutes les données étaient valides. Ah bah non. Je pense qu'ils en ont corrigé peut-être quelques-unes, mais les premières qu'ils ont vues. Après sur un jeu d'une ampleur pareille, tu peux pas bêta-tester toute la carte. Non, bah non, c'est clair. Sinon il sortirait en 2050, je pense. Bon, l'avocat du diable dirait oui, mais tu regardes la hauteur moyenne des bâtiments dans le voisinage, et s'il y en a un qui dépasse trop, mais bon, il aurait fallu savoir quand même à l'avance qu'il y avait ce bug qui allait arriver. Bon, ils ont plutôt travaillé l'expérience du pilotage qui est quand même exceptionnel, franchement magnifique. Et moi je trouve ça hyper rigolo, franchement. L'histoire est exceptionnelle. Et puis c'est surtout comment Internet s'est emparé de ça pour aller trouver la personne derrière dans OpenStreetMap. Enfin, c'est juste dingue. Clair. C'est juste dingue. Il y a même des gars qui sont amusés à atterrir sur le bâtiment. Donc les gars, le gars a passé 38 essais et il a tout streamé. Hein. C'est-à-dire qu'on peut retrouver sur YouTube la vidéo entière des 38 essais, le mec qui se crache plusieurs fois sur le bâtiment, jusqu'au moment où il arrive à poser son Cessna sur son bâtiment. Excellent. Et ouais, non, c'est... Moi je trouve ça génial. T'imagines quand il y a le mode collaboratif en ligne qui va arriver là-dessus, tu vas voir tellement de monde autour de cette tour, ça va être la nuée de personnes online qui va être connectées. Alors a priori, on estime, enfin comme c'est Microsoft qui est derrière, j'imagine qu'il va y avoir un patch qui va supprimer la tour. Bah, c'est dommage. Mais franchement, ouais, moi je trouve ça dommage. Ça serait rigolo. C'est un super easter egg, même s'il n'est pas voulu. Il y en a d'autres. Perso, je le laisserai. Il y en a d'autres parce qu'il y a des parties de la carte, j'ai vu, où en fait ils n'ont pas les données 3D, donc ils n'ont pas été renseignés dans OpenStreetMap. Ouais. Et ils se basent par contre sur des photos satellites
Ah oui, Et donc les photos satellites, ils interprètent avec les derrière projections d'ombre, pour les faire de choses la comme ça. projection Oh d'ombre, là pour là. recréer de la 3D. Ah oui, oui. Et du coup, il y a des photos satellites où il y a des avions qui étaient pris Ah en oui. photo du coup. Oui. Et du coup, tu as des projections de l'avion qui se retrouvent sur le sol. Ouais. Et donc tu as une forêt et tu as un dessin d'avion par terre comme si c'était inclus dans la forêt parce que c'est un avion qui était pris dans la photo satellite. C'était assez rigolo. T'en as pas mal d'autres comme ça. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines sur ou de nos surprises plutôt Sur Flight Simulator. sur Flight Simulator et Ouais. sur ce type de découverte. Bah, c'est clair. Voilà. Et en plus, ça fait parler du jeu qui est très très bien. Voilà. Tout à fait. Bien en parlant de jeux comme ça, parce qu'un jeu comme ça c'est extrêmement gourmand, et quand on a un jeu comme ça, on a besoin de grosses cartes graphiques. Ouais, ce soir j'ai énormément travaillé mes transitions. C'est clair, ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, mais où va-t-il? Mais en fait, si, je sais où tu vas. Et je vais vers la news suivante, Tout à à fait. petits pas, puisque je vais vous parler de Nvidia. Nvidia qui a publié ses revenus, et notamment le détail de ses revenus, un breakdown, comme on dit en anglais, qui détaille un petit peu partout où ils gagnent de l'argent. Je vais vous le montrer ici, notamment les tendances par les différents marchés, donc c'est le marché sur lequel se positionne Nvidia, donc le gaming évidemment, la virtualisation professionnelle, les data centers, l'automobile, et la partie OEM et l'odeur, donc ça c'est pour ce qui est intégré dans les composants tiers. Et regardez un petit peu ces tendances et ce qui change. Qu'est-ce qui change d'après toi, mon ami Pierre? Alors, il y a le gaming qui... Ouf, non. Le gaming, il y a un petit trou au milieu, mais ça reste relativement stable. Par contre, sur la troisième ligne data center, ah oui, les tout à forecasts fait. pour 2021 J'étais à l'envers. dépassent le gaming. Ouais, c'est à gauche, c'est bizarre. Je lisais à l'envers. Voilà, donc oui, dans les prévisions de Nvidia pour le début de l'année, il prévoit que la division, on va dire, qui équipe les data centers va dépasser la partie gaming, ce qui est assez exceptionnel. Évidemment, quand on pense au data center, on pense à deux choses en fait là-dessus. Donc il y a d'une part les équipements pour les cartes qui sont intégrées pour les calculs d'entraînement de machine learning et tout ce qui est autour de l'IA. Donc ça consomme de grosses cartes parce que ça fait du calcul parallèle. Du coup, la plupart des cloud providers, des fournisseurs de cloud s'équipent en cartes comme ça pour faire les calculs. Et Nvidia reste très en avance sur ce marché-là, parce que le calcul se fait sur leur base de Core CUDA, qui sont intégrés dans les frameworks de calcul. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils ont les meilleures cartes et que tout l'outillage pour faire du machine learning est adapté pour leur machine. Du coup, évidemment, ils équipent les serveurs, mais il y a aussi toute la partie cloud gaming aussi, probablement, sur lequel ils sont positionnés. Voilà. Du rendu. Donc 3D. ça prend de plus en plus d'ampleur au point de dépasser leurs revenus en vente sur les cartes pour le gaming. Ce qui est assez exceptionnel. Enfin, pour moi, il y a un vrai virage qui est en train de s'effectuer, pour eux, en tout cas, sur leur marché. En même temps, c'est pas si étonnant que ça, dans le sens où le marché du web et du cloud va de plus en plus aussi vers la vidéo. Ouais. Et la vidéo, que ce soit du Facebook Live, du YouTube Live, du Twitch, du TikTok ou ce genre de choses, c'est du MPEG, ça doit être décompressé par des GPU. Nvidia, qu'est-ce qu'il fait? Des GPU. Donc c'est sûr que, à mon avis, des fermes de GPU, enfin des fermes de blades dédiées qui sont blindées de GPU et qui ne font que du décryptage ou de l'encodage, du décodage ou de l'encodage MPEG, pardon. Je pense qu'il doit y en avoir un sacré paquet dans les fermes de cloud. Je sais pas si c'est... Ouais, peut-être, faudrait voir. En fait, ça serait intéressant de voir en fait à quoi ils sont utilisés derrière ces machines-là. Alors après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on va attendre aussi Nvidia bientôt. On attend leur annonce incessamment sous peu pour la nouvelle génération de GeForce RTX, donc toute la gamme 3000. On a vu passer des rumeurs sur la 3090, donc qui serait la nouvelle haut de gamme, voire même, tu vois, très haut de gamme, tu vois, elle dépasse même, tu vois, du cadre de l'écran tellement elle est haut placée, avec des 12 Go de GDDR6, avec des 21 gigabits de bande passante, enfin des trucs hallucinants en termes de capacité par rapport à l'actuel. 15 000 euros. Un prix qu'on imagine aussi hallucinant, qui va tout péter, à voir. Mais il y a un autre truc intéressant, c'est le positionnement de Nvidia sur le marché par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire que Nvidia, ils sont encore tout seuls à être seuls sur la partie GPU. C'est-à-dire qu'en phase 2, ils ont qui? Ils ont AMD, évidemment. AMD avec sa division GPU, mais aussi la partie CPU. Et AMD travaille sur toute une plateforme cloud, enfin une plateforme on va dire serveur de manière générale, où ils vont intégrer la partie CPU et GPU. Donc les APU, on attend ça bientôt aussi, donc c'est des plateformes Navi 2X notamment. Et un petit outsider qu'on connaît pas beaucoup, qui arrive aussi sur le marché en concurrence directe, c'est Intel. Parce que Intel, on les connaît sur les CPU, mais ils vont arriver sur les GPU, on les attend depuis longtemps, et ils ont une plateforme qu'ils ont déjà parlé, qui s'appelle XE, qui est pensée spécialement pour le cloud gaming. Donc en phase 2, on va dire, il y a deux gros mastodontes qui rament très fort pour attaquer aussi ce marché. Donc
Moi, je suis pas aussi optimiste qu'NVIDIA sur leur capacité à exploser tout sur la partie data center. Ça reste encore des prévisions, en fait, hein, les chiffres Oui. qu'ils ont affichés. Par contre, c'est intéressant de voir le move qu'ils vont faire pour arriver en concurrence à part égale sur ce marché, on va dire, en termes de capacité à couvrir à la fois CPU et GPU. Parce qu'NVIDIA, pour le rappel, ils ne font pour l'instant que le GPU. Ouais. Ils font du CPU un peu, mais les Tegra X pour les Switch, pour les Android TV, mais pas vraiment pour du serveur, en fait. Mhm. Et on attend des choses, en fait. On a entendu des rumeurs également sur un possible rachat de ARM. Carrément. Mais en Rien que fait, ça. en fait, il y a, ouais, mais il y a plusieurs rumeurs de rachat d'ARM par différents grands groupes. On a entendu parler d'Apple aussi, Mhm. mais à un moment, là, a priori, c'est moins sûr. Ouais. Ils vont plutôt licencier les architectures et les produits eux-mêmes. Oui. Il y a Nvidia aussi qui serait candidat dessus. Il y en a peut-être d'autres derrière. Donc ARM se ferait racheter. Du coup, Qualcomm. il y a peut-être Qualcomm aussi. Du coup, il y a un vrai tournant, je pense, pour Nvidia qui va se jouer sur l'année prochaine, en 2021, et ça va être hyper intéressant à suivre. Et surtout, le move de ses concurrents, donc AMD et Intel en face. Une année qui va être riche en rebondissements, je pense, sur la partie GPU, en regard avec le cloud gaming notamment. C'est peut-être juste un piège. Peut-être Ah bon qu'ils ont envoyé ces forecasts pour que leurs concurrents se jettent sur le data center, alors qu'ils savent que... Ah, c'est malin. C'est sournois, mais c'est malin. Tu les Non, je crois pas. Tu es encore capable? Non, très bien. Non, je ne crois pas. Bon, allez, une transition. Hein, vite. Transition GPU. En parlant de sournoiserie. GPU? Non, on parle de GPU. Oui. On parle de GPU, de vidéos dans le cloud. Ah, parfait, magnifique. On parle de TikTok. Voilà. TikTok, tout à fait. Qui c'est qui va racheter TikTok du coup? Ben, on sait pas. On sait pas. Alors TikTok, juste pour la petite histoire, bon, on va pas vous faire l'affront de expliquer ce que c'est. de vous expliquer que Donald Trump aime pas la Chine, que Donald Trump... Comment ça? Que Donald Trump a décidé, dans un ordre exécutif début août, de bannir TikTok si elle ne se fait pas racheter ses activités américaines d'ici le 20 septembre. Je sais même pas quelle est la valeur juridique du truc. C'est un peu comme si Macron Zéro. disait à Facebook, écoute, toutes tes activités en France, soit il y a une boîte française qui les rachète, soit tu dégages. Je pense qu'il rigole très fort, Marc. Ouais, je pense aussi. Enfin bon. Donc Trump a sorti ça. Et là, TikTok, qui est possédé par une boîte chinoise qui s'appelle ByteDance, réagit en attaquant l'administration Trump en justice. Propre, c'est bien. Devant une cour fédérale. Donc sur le caractère infondé des raisons pour lesquelles cet ordre exécutif a été émis. Puisque la raison principale, c'est une peur, une crainte pour la sécurité nationale. On peut quand même parler du fait qu'il y a une loi chinoise qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois l'an dernier, il me semble, je ne sais plus, qui est dite d'intelligence nationale. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Et qui impose à toutes les firmes chinoises qui ont des données utilisateurs de pouvoir les fournir au gouvernement, enfin plutôt aux partis au pouvoir, sur simple demande. Donc, mais dis donc, est-ce que par hasard il n'y aurait pas ça aussi aux États-Unis dans non, l'autre sens? pas du tout. Ça n'existe pas. Non, c'est purement fortuit. Ah ouais? C'est purement fortuit. Puis aux États-unis, il n'y a pas de données utilisateurs, ça se saurait. Ah, il n'y a pas de Patriot Ça Act, se saurait. Non, rien du Cloud tout. Act, il n'y a pas tout ça. Ah, Rien je me suis du trompé, tout. je l'ai rêvé. Ah, mais pardon. Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde a récemment banni 60 apps chinoises pour cette même raison de sécurité nationale. Par contre, étrangement, cette décision... Alors, dans les 60 apps, il y a TikTok. Donc, en Inde, TikTok n'existe plus. Donc, la raison invoquée, c'était la sécurité nationale. Ouais. Par contre, bizarrement, cette décision est intervenue quelques jours après l'escarmouche qu'il y a eu sur la frontière sino-indienne plutôt. Une escarmouche qui a quand même fait 20 morts côté indien et 76 blessés. Donc moi personnellement j'ai encore pas trop compris ce qui se passait là-bas, mais en même temps ça a l'air compliqué. Mais bon, c'est un pur hasard du calendrier, rien à voir. La décision n'a aucun fondement politique, c'est vraiment que pour la sécurité nationale. Merci. Tout comme aux US d'ailleurs, pas de problème. Un truc rigolo quand même, c'est que c'est qui a soufflé l'idée à Donald Trump, à ton avis, d'attaquer TikTok?
Qui Un c'est? indice. Ah, se cache sur votre écran. Et oui. J'hésite. La lampe blanche, non. Non. Le drapeau. C'est non. Zuki. C'est Marco. Zuki. C'est Marco Zuki. Donc, alors TikTok, c'est 100 millions d'utilisateurs aux US. Rien qu'aux US, ouais. C'est assez... Donc il y a 270 millions de personnes aux US, il me semble. Mais c'est 100 surtout, millions d'utilisateurs. c'est surtout pas la mal. croissance en fait. Ah mais c'est La exponentiel, c'est mortel. On a comparé il n'y a pas longtemps mais avec Patrick dans le rendez-vous tech justement la croissance de Facebook sur les dernières années par rapport à la croissance de TikTok sur les dernières années aux US en fait. Bah oui, oui. En Facebook c'est constant, ça monte, ils ont 2,7 milliards d'utilisateurs, mais TikTok, c'est la courbe elle est comme ça si tu veux. C'est pas une courbe. Explose. C'est du tout ou rien. Donc qu'est-ce qu'il a dit Marc? Eh ben le Marc, dis donc, il a soufflé lors d'un dîner à la Maison Blanche en octobre dernier, il a soufflé à Donald Trump le fait que il pense que TikTok ne partageait pas le respect de Facebook envers la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu fais bien l'accent de Marc? C'est une bonne blague quand même tout ça. On ne parlera pas de Cambridge Analytica et que l'app représentait un risque par rapport aux valeurs américaines et en matière de suprématie technologique. Comprenez ce que vous voulez. Il a dit technologie, suprématie. Donc, bon. Il a pas honte, hein, franchement. A pas honte. En même temps, il déploie tous les trésors d'imagination qu'il peut pour saper la concurrence comme il peut. Je pense que Facebook vidéo n'arrive pas à décoller, le live et tout ça, ils n'arrivent pas à trouver leur marché. Bon, ils rachètent ou ils copient. C'est ça. En fait, exactement. Facebook, ça marche comme ça. Et sauf qu'en fait, c'est difficile de copier une base installée. Copier des fonctionnalités, c'est facile. Copier une base installée, c'est assez compliqué. Du coup, voilà quoi. C'est sa stratégie. Sa stratégie, c'est de pousser la Maison Blanche à tuer TikTok. Bon, il faut savoir que, effectivement, comme j'ai lu dans la chatroom tout à l'heure, Oracle a dit qu'il voulait racheter TikTok. Enfin, les activités de TikTok en Amérique du Nord. Il y avait Microsoft aussi qui était Microsoft a dit aussi, ils se sont proposés. Microsoft et Oracle, effectivement. Normal, mais c'est souvent. Je vois pas ce qu'ils viennent faire là, mais bon. Mais ils ont du cloud. Ils ont du cloud, donc ils peuvent. Ils ont dessus. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça particulièrement croustillant quand même. Non, mais ce que je trouve croustillant quand même, c'est que Facebook dit au gouvernement américain va tuer une appli chinoise parce qu'elle aspire les données des Américains. Ouais. Ça me rappelle un peu. Oui, mais ils les aspirent, mais en dehors des États-Unis. Bah oui. Non, mais tu comprends. Alors, Donald, écoute-moi. Alors non. Moi, je les aspire, mais ils restent chez nous. Ouais, mais tu vois, c'est là où c'est fort, c'est que ByteDance, ça fait quand même une dizaine de mois qu'ils sont un peu dans la tourmente et qu'ils savent qu'ils vont se faire un peu attaquer. Donc ils ont fait pas mal de choses pour prendre de la distance avec le gouvernement chinois et avec la Chine en général. Donc TikTok est pas dispo en Chine, faut le savoir. C'est un clone qui a un autre nom et qui est ultra censuré. Et TikTok, a priori, de ce que dit ByteDance, n'est pas censuré. Après, tu peux jamais savoir ce que les algos les algos qui te donnent la vidéo, tu peux jamais savoir ce qu'ils ont comme mécanisme de censure à l'intérieur. Et en plus, ByteDance héberge maintenant les données TikTok aux US et à Singapour. Plus en Chine. Il n'y a pas un seul octet en Chine. Mais oui, mais ça reste une boîte chinoise. La propriété d'une boîte chinoise qui est soumise à la loi d'intelligence nationale. D'accord. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font quand même des efforts, entre guillemets. Bah après, c'est tellement compliqué. Mais bon, ce qui est super rigolo quand même, c'est que Facebook ait demandé à Donald de faire le mouvement et que ça n'a absolument rien de politique. Papa, le méchant, il est plus fort que moi là-bas. Exactement. Tiens, on va lui taper dessus. Viens. On va lui casser la gueule. Ça fait un peu j'appelle mon grand frère. Hein. Tu fais chier, j'appelle mon grand frère. C'est exactement ça. Là, le grand frère quand même. Bon, après la politique, on va vous parler un petit peu de gadgets, de geekerie et peut-être de liste au Père Noël, mais il faudra faire vite. On va vous parler de ce magnifique petit projet qui s'appelle Petoy Beetle, que j'ai sous-titré Le Spot du pauvre. Et oui, le spot, tu sais ce que c'est? Boston Dynamics. Le petit machin rouge qui est sur les 7-Up, les trucs comme ça. Non, oh la référence. Ah, c'est vieux. Je suis vieux, oui, je suis vieux. Spot, mais lui aussi. Merci. Spot, c'est le grand frère de ça, tu vois. Oui. Ça, c'est le petit frère. Il est tout mignon. Regarde, il ressemble à s'y méprendre, à part que lui, il tient sur la table, devant le clavier et la souris. Ah oui, le vrai Spot sur une table, je pense que la table craque. Ouais.
Donc c'est la version jouée, si je puis dire, du robot de Boston Dynamics, qui est le gros chien qu'on voit un petit peu partout, qui fait peur, qui fait penser à Black Mirror. Et donc là, il y a ce petit frère-là qui est dispo sur un projet Kickstarter, dont je vais vous parler un petit peu en détail. Donc sachez déjà que les objectifs sont atteints, donc le projet est financé. Ah, donc, tout le monde recevra son petit spot, son mini-spot. Depuis pas très longtemps. Donc ce projet c'est quoi? C'est un kit en fait à assembler soi-même pour pouvoir monter un petit chien robotique dont vous avez vu juste avant quelques animations, qui comprend du coup le squelette, on va dire, en plastique moulé qui est ici, les pattes, mais aussi tous les kits d'assemblage, le servomoteur et l'électronique. Ce qui est intéressant dans ce kit-là, c'est que c'est un kit qui va promouvoir la partie open source, open hardware, c'est une plateforme ouverte globalement et programmable pour pouvoir s'amuser avec. Donc en fait, tu vas pouvoir développer dessus et l'entraîner, tu vois, à passer des obstacles, à faire différents gestes. Donc il y a toute une plateforme dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Mais du coup, tu vas arriver avec l'électronique qui est déjà prête, enfin tu as différents kits avec l'électronique. Tu peux avoir des capteurs aussi embarqués avec. Tu as un petit fer à souder quand même pour expliquer comment ça marche. Voilà. Et tu vas pouvoir l'équiper d'une petite tête si tu veux t'amuser. Voilà. Elle bouge et tout. Voilà. Ouh, alors là, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc tu vas pouvoir l'entraîner, tu vas avoir des... Tu peux lui mettre un couteau ou pas? Des routines. Non, mais un gun, tu peux lui mettre, je pense, un pistolet dans la bouche. Tu vas voir après les accessoires. Voilà. Donc tu vois, le kit est comme ça, tu l'assembles toi-même. C'est donc... excellent. Voilà. C'est pour les enfants. C'est... les grands enfants quand même. Oui, bon. C'est pour les enfants. Mais aux mains, on voit quand même que... Je sais pas, il doit avoir 12 ans. Oui, c'est ça. Donc, faut montrer ça aux enfants pour qu'ils fassent leur liste au Père Noël. Hein, ça, tu vois ce que je veux dire? Je crois que mon gamin est devant le stream. Il adorerait ce genre de choses. Est-ce que tu peux imprimer en 3D des parties du corps qui pourraient être clipsables? Oui, parce qu'en fait, ils te fournissent les modèles 3D aussi des pièces pour adapter dessus. Et ça va même plus loin que ça, parce qu'en fait, tu le vois là, donc tu as les cartes électroniques. Tu peux adapter plusieurs cartes électroniques en plus dessus, en extension. Donc tu as une carte, on va dire, je vais enlever cette vidéo en boucle là. Tu peux mettre une carte mère, on va dire, qui va faire le pilotage des robots, des servomoteurs, et tu peux l'étendre avec une carte programmable de type Arduino et Raspberry Pi. Excellent. Pour notamment rajouter toute une partie intelligente, intégrer de la reconnaissance d'images, vidéos et faire des choses qu'on voyait ici, tu vois. Dans cette vidéo-là, tu vois, il a sur le dos une carte Arduino, je crois, et il a un capteur dans la bouche. Donc tu vois, le chien, la tête du chien tient dans la bouche un capteur qui est une caméra, et du coup, il fait le tracking de l'objet que tu lui montres devant, avec l'ensemble du mouvement. Voilà. C'est rigolo. Du coup, il va être fourni avec plusieurs capteurs différents, tu vois, capteur de proximité avec un ultrason, le caméra, et puis je sais plus ce qu'il y a, infrarouge, sur la couleur, plein de trucs différents, peut-être aussi. Également, le tout est fourni avec une appli mobile, donc tu peux quand même le contrôler voilà, avec une télécommande. Donc ça, c'est une appli qui a été développée avec la plateforme qui est fournie. Voilà, tu peux le déplacer comme ça. Et la programmation se fait avec des outils que tu peux connaître. Donc soit de la programmation par bloc, comme tu as l'habitude de voir sur le Scratch notamment, donc là adapté à ce robot-là, ou aussi avec les différents IDE que tu peux voir à droite, donc des IDE Arduino. Et voilà, c'est essentiellement ça. Voilà le financement de ce projet. Donc quand j'ai fait la préparation de la news tout à l'heure, le 26 août, il nous restait des packs Early Bird accessibles. Les packs Early Bird qui comprennent tout un robot complet, prêt à être utilisé avec quelques capteurs. ESP32, il y en a, pardon, nous dit-on dans la chatroom, Floz. Oui, il y a le ESP32 aussi qui est dispo en carte. Donc le kit Early Bird qui est dispo pour, je vais vous le faire de tête, $195 US. Ce qui nous fait à peu près 161 € plus 30 € de frais de port pour traverser l'Atlantique, puisque c'est un projet américain. 200 € quoi. Donc un petit peu moins de 200 € pour avoir ça, qui est prévu pour fin de l'année, donc pour décembre. Voilà, si vous ratez la vague du Early Bird, il vous restera des kits à 225 $, donc 30 balles de plus pour la fin de l'année. Voilà, je t'avoue qu'il est dans mon panier, j'ai pas osé valider encore. Voilà, mais c'est quand même ultra tentant. Il y a tellement de choses qui se font, ne serait-ce qu'avec les Lego, parce que Lego maintenant ils ont 4 kits je crois différents d'éducation autour de la robotique. Oui, bah oui, c'est ultra cher. De toute façon le Lego c'est ultra cher, quoi qu'il se passe. Mais il y a énormément de choses qui se font, je trouve ça génial. Moi je trouve ça génial. Super. Voilà. Je pense que la chatroom te répond à toi-même, Pierre. Oui, c'est ça. Non, c'est mes enfants. ouais. Donc, tes enfants ont fait leur liste au Père Noël, et est-ce que toi, tu vas la faire suite à l'annonce de fin de semaine? Je ne sais pas, écoute. Je ne sais pas encore.
Je ne sais pas encore. Alors, vous êtes peut-être, comme moi, féru de science-fiction. Je ne sais pas. Oui. Et vous connaissez peut-être, comme moi, qui l'ai lu pendant presque mon enfance, une trilogie de bouquins de William Gibson qui s'appelle la trilogie Sprawl, plus connue sous le nom de la trilogie Neuromancien. Ah, mais oui. Donc c'est Neuromancien, Compte Zéro et Mona Lisa s'éclate. Donc, bon, au-delà du fait que c'est un chef-d'œuvre et que sont 3 œuvres qui ont plus ou moins lancé le monde du cyberpunk ou le mouvement cyberpunk, c'est une trilogie qui met en avant assez fortement un monde alternatif en réalité virtuelle dans lequel on peut entièrement se projeter grâce à un implant neuronal. Tiens donc. Non, mais c'est que de la science-fiction tout ça. Exactement, sauf que non. Sauf que non, d'après un certain illuminé que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Elon. Vous connaissez pour ses activités spatiales, ses petites voitures. Voir ces petites voitures dans l'espace. Ouais, oui, éventuellement. Ou les trous qu'il fait sous Las Vegas, les choses comme ça. Il y a une start-up que Monsieur Musk a lancée en 2016 qui s'appelle Neuralink. Tiens donc. Et dont le but est explicitement de bosser en termes de R&D sur la possibilité de faire des implants neuronaux. Donc des implants qui vous permettront à terme de vous connecter à un ordinateur sans le truchement de vos petits doigts ou de vos petits yeux. Une prise USB direct dans le crâne, ou Matrix, a priori du Bluetooth Existence, plutôt. Tous ces trucs-là aussi. Exactement. Il y a eu énormément de littérature et de films qui ont parlé de ce genre de choses. Et du coup, Neuralink, son but, c'est effectivement de faire ça, enfin de rendre de rendre tout ça possible. Alors, bien sûr, le but premier, c'est d'aider les gens atteints de mais oui, c'est toujours syndrome. C'est toujours ça. C'est pour sauver l'humanité. Mais oui, on ne sait pas traiter, par exemple, l'Alzheimer. On ne sait pas l'adresser. Non, on ne sait pas le faire. L'épilepsie, on ne sait pas l'adresser non plus. Tout ce qui est dégénérescence, tout ce qui est rupture de moelle épinière, tout ça, ce sont des problèmes qui sont liés au cerveau, ou en tout cas à la façon dont le cerveau fonctionne et à ses limitations, entre guillemets. On en vient là. Dans la boîte crânienne. Tu peux le dire, tu es limité, il faut aller au-delà de ça. Tout le monde est limité. On se souvient bien sûr de... Nous n'utilisons que 15% de nos capacités, des capacités de notre cerveau, etc. Et heureusement. Quand tu vois Trump, je sais pas si 15%... On n'en est pas tous là quand même. Non, pardon. Lui, peut-être qu'il a déjà essayé l'implant, mais que ça n'a pas marché. Exactement. Donc Neuralink, ils ont fait un événement pour lancer la boîte en juillet 2017, dans laquelle on en a appris un petit peu plus sur le pourquoi faire. Alors donc Elon Musk a pris son petit micro. J'ai regardé toute son intervention du début. C'est assez compliqué parce que c'est pas vraiment un communicant. C'est assez difficile à suivre. C'est un peu décousu. Mais grosso modo, le gars dit, effectivement, à l'heure actuelle, on a tous une tablette, un smartphone, un PC, etc., qui ont des capacités absolument hallucinantes de calcul, mais on les utilise avec une bande passante extrêmement limitée. La bande passante, c'est quoi? C'est nos mains pour taper sur le clavier ou taper ou toucher l'écran. Pas tout le monde. Oui, exactement. Il y en a qui en ont 2 pour taper. Exactement. Et donc ça, c'est pour écrire de l'information. Et pour lire de l'information, tu n'as que tes petits yeux. Alors, les petits yeux servent à faire beaucoup plus de choses que les petits doigts, puisque tu peux... c'est difficile de... c'est beaucoup plus long, plutôt, de créer une image avec tes petits doigts, alors que apprécier une image avec tes yeux, c'est instantané. Mais du coup, lui, son but, c'est de faire en sorte que la bande passante soit multipliée par 100 000, 10 millions, 1 milliard, ce que tu veux, quoi. Un bus PCI Express à fond, là, fois 16 direct dans ton cerveau. Là, ici, en direct. derrière l'oreille. Mais oui, ça sert à quoi les yeux quand tu peux télécharger directement l'image dans la tête? Exactement. Uploader direct. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Musk avait fait plusieurs sorties de route un peu fracassantes en disant qu'il fallait absolument arrêter d'investir dans l'IA parce que l'IA allait contrôler le monde, que les robots allaient se révolter, que Terminator, etc.
D'après vous, pourquoi? Parce qu'il le savait. Exactement. C'est lui qui va faire. C'est lui qui va le faire, hein, voilà. C'est lui qui va faire Terminator. Non, mais d'après lui, Neuralink, c'est une réponse aussi à cette crainte-là. C'est-à-dire que Neuralink, pour lui, c'est le but c'est d'arriver à fusionner avec l'IA. Gros blanc. Ça fait peur. Il veut que l'humain, à terme, donc l'humanité en termes de civilisation, fusionne avec l'IA. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir une augmentation du cerveau par intelligence artificielle. Donc typiquement, augmentée. Voilà. Donc typiquement, il veut que tous les enfants qui apprennent l'étape de multiplication, il veut que ça serve plus à rien et qu'on le fasse plus, puisqu'en fait il y aura une IA qui fera l'étape de multiplication pour nous et qui fera tout ça bien mieux que nous. Qu'est-ce que tu vas faire du coup du reste de ton cerveau biologique? Rien. Non, ça sera juste l'espace dans lequel tu stockeras l'implant. C'est dingue. Mais voilà. Donc bon, donc ça c'est le pourquoi faire. Donc résister à la singularité. La singularité, c'est le moment où les IA, ou en tout cas les formes de vie artificielles, prendront une forme de conscience. C'est ça la singularité telle qu'elle est exprimée par pas mal d'auteurs de science-fiction américaine. Et donc lui, c'est voilà, c'est le but de singularité. Oui, c'est Nico qui m'avait demandé de placer le mot singularité. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Et du coup, voilà. Bon, juste pour vous en apprendre un peu plus, parce que c'est quand même rigolo. Donc, ils veulent nous mettre des électrodes dans le cerveau, forcément. Hein, parce que tu vois l'aiguille qui s'enfonce, ça fait pas envie. Voilà. Donc ça, c'est une électrode qui fait, qui est extrêmement fine puisqu'elle fait la même taille qu'un neurone. Oui, il en avait parlé la dernière fois, c'est un truc qui était 1/10 ou 1/100, je crois, de l'épaisseur d'un cheveu. Enfin, c'est un truc qui est extrêmement fin. Alors ça, c'est l'aiguille qui pose le truc. Ah oui, c'est ça. C'est pas l'électrode en soi. C'est l'aiguille. C'est le robot qui plante les électrodes. Il t'insère un truc de 1/10 de cheveux, je crois, au niveau de la taille du truc. Bon, j'imagine que ça doit quand même pas être super agréable, surtout que je pense que tu dois être maintenu pour ne pas bouger. Donc le neurone là que vous voyez, quand il reçoit une information et qu'il juge bon de la communiquer au neurone d'après, ou au système neuronal d'après, il envoie une décharge à travers son axone. L'axone, c'est l'espèce de colonne vertébrale qui va vers le bas. Sachant que cette décharge-là émet un rayonnement dans l'environnement immédiat de l'axone. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est mettre une électrode pour bypasser un peu ce truc-là, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il veut lire à partir en captant toutes ces émissions-là dans les axones, et il veut en même temps pouvoir écrire en émettant directement dans l'axone à la place du neurone. Écrire aussi? Ah oui, oui, c'est le but. Ça. Donc je vous laisse imaginer les virus. Non, mais là, ça va être rigolo. Ghost in the Shell et tout ce qu'il faut. Hein. Ah, mais carrément. 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 Donc, ouais, ça, le pourquoi Neuralink, voilà, c'est les brain disorders. Voilà. Et c'est la dernière phrase qui est oui, c'est celle-là qui fait peur. Perturbante. Créer un futur bien aligné. Bien aligné. Alors, on va tous rentrer dans le moule, tous en rang, là, on va tous Exactement. rentrer dans... C'est parfait. Donc, pourquoi on vous parle de ça? Tout simplement parce que vendredi, après-demain, a priori, il y a un événement qui est teasé depuis 2 mois. On a plein de tweets d'Elon Musk qui teasent à propos de ça, dont celui-ci par exemple, qui dit qui parle de neurones et qui dit que dans l'événement du 28 août, ils montreront des neurones qui s'allument en temps réel. Alors je sais pas ce qu'il va nous montrer exactement. Mais bon, il a l'air assez... L'image que tu as montrée juste avant, je vais vous montrer ça. Ouais, exactement. Ils vont mettre des caméras, hop, dans votre cerveau. Non, ils vont prendre quoi, des souris? Oui, c'est sur des souris qui font ça à l'heure actuelle, ou des rats, je sais plus. Mais des rats. Il y a une photo. Je vous ai pas mis la photo du rat, parce que c'est pas très ragoûtant. Du rat avec une prise USB dans la tête. C'est de l'USB-C, hein, donc c'est. Oui, on avait vu, on en avait parlé la dernière fois, ouais, carrément. C'est plus petit quand même. Mais donc voilà ce à quoi ça pourrait ressembler à terme. Une fois que vous êtes fait poser le truc, ça ressemble un peu à un implant cochléaire en fait. Et ça pourrait être une connexion à Internet instantanée directement dans votre cerveau.
La 5G, la 5G. Exactement. Alors, Musk, dans sa grande habitude de teaser comme un malade, dit qu'il sera possible de écouter de la musique. Donc, j'imagine qu'on sera aussi capable de vivre des expériences assez proches de ce qu'on peut vivre dans une salle de cinéma, mais l'expérimenter vraiment. Non, mais là, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu regardes avec ta conscience environnement, c'est que tu peux vraiment... le vivre. Oui, le ressentir. Tu ressens tout ce qui s'est pas. Tu peux, en théorie, ressentir tout ce qui s'est passé dans le cerveau du gars. Alors, c'est la combien de D là? On arrive à combien? Mais moi, ça me rappelle C'est la full D. Là, ça me rappelle un film qui s'appelait Strange Days. C'est un vieux film, un très vieux film, dans lequel il y avait des gens qui étaient des gens qui avaient une espèce de dispositif pour enregistrer tout le cerveau. Ils faisaient des trucs genre je vais faire un hold-up par exemple. Et après, en fait, ils enregistraient ça dans un CD. Enfin, c'était un CD à l'époque. Ce serait plus un CD à l'heure actuelle, mais. Mais oui, c'est pas dans ce film. En fait, il expérimente la mort. En fait, il enregistre sa mort. Ouais, le gars à la fin du truc tombe de 8 étages. Spoil, blâme. Non, mais c'est l'intro. À la fin de son hold-up, il fait un hold-up, il s'échappe parce qu'il a les flics aux trousses. Et sauf qu'en fait, il se crache. Enfin, il sort par le toit. Ah oui, ça marche moins bien de suite. Hein. Mauvaise idée. Et du coup, voilà. Du coup, si vous n'avez pas vu ce film-là, il soulève aussi pas mal de questions qui se poseraient si jamais après-demain, effectivement, Musk peut nous sortir quelque chose qui semble stay tuned. Se rapprocher. Stay tuned le 28 août. On vous en parlera sûrement dans un prochain épisode de Beats. C'est après-demain. Bon, on revient un petit peu sur des news terre à terre sur les dernières annonces et ou rumeurs. On va vous parler un petit peu de la tech qu'on tient dans ses mains et qui n'est pas dans sa tête. C'est chez Google, on va vous parler des Pixel 5 et des Pixel 4a. Ils ne sont pas encore annoncés, mais tu as raison, ils sont déjà dépassés quand même malgré tout. Puisque donc on a plusieurs rumeurs sur ces annonces-là. On sait que début octobre, une annonce est attendue par Google, puisque c'est la période en général où ils lancent leurs nouveaux produits, énormément de leur gamme, notamment de téléphones. On a du coup deux téléphones qui sortiraient, un Pixel 5 et un Pixel 4a. On les voit ici, le petit étant le Pixel 5, donc, qui reprennent le même capteur. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Capteur photo, je veux dire, et on a aussi un capteur d'empreinte au dos. Capteur d'empreinte au dos veut dire qu'on n'a plus la reconnaissance faciale. Do you remember? Est-ce que tu te rappelles de ce magnifique projet qui s'appelait projet Soli? Ouais. Qui était le magnifique équipement ultra technique haut de gamme qui va tout péter qu'on met devant le téléphone. Qui a finalement tout pété. Qui va péter Kinect, Face ID d'Apple, tout ça, la totale. Qui n'a pas vraiment marché a priori. Puisque là on devait avoir un capteur complet qui permettait de reconnaître le visage, mais aussi qui équipait les Pixel 4 et qui permet de faire les détections de gestes en fait et de contrôler ton téléphone avec des gestes. Ouais. Autant te dire que ça fait partie du cimetière de Google des projets qu'ils ont lancés qui n'ont pas trouvé de public derrière. J'imagine que le mouvement au bras pour piloter son téléphone, ça n'a pas dû bien marcher. Ben c'est peut-être un peu trop novateur entre guillemets, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que sur Bordeaux, il y a eu une start-up dont c'est le but, qui s'appelle, je ne sais plus, j'ai un pote qui est chez eux, et je ne me souviens plus de son nom. Mais ils font ça en fait, ils font de la reconnaissance. Alors ils font de la reconnaissance même sans capteur, juste avec une webcam. La reconnaissance de mouvement et de gestes. Ok. Et ce sont des fous. Ben, c'est très bien, mais Google n'y est pas arrivé. Faut peut-être qu'ils appellent tes potes en fait, je pense. Exactement. Voilà. Et ils bossent avec Qualcomm les mecs. Ah ben voilà, Google a raté ça. Voilà, donc au niveau des équipements, après pour le reste, on restera sur des choses plutôt classiques. On est sur du Snapdragon, par exemple Qualcomm Snapdragon 765G, donc qui est un CPU, un SoC plutôt milieu de gamme, mais qui inclut la 5G. Et oui, voilà. Et puis batterie moyenne, des capteurs photo classiques qui sont de la génération précédente en fait. Donc il n'y a pas de gros renouvellement sur ces gammes-là. Je vais le montrer ici. Donc on serait vraiment sur un refresh technique qui repositionnerait un petit peu ces pixels-là sur des modèles un peu plus milieu de gamme, qui justifierait aussi l'abandon de ce capteur-là qui était peut-être coûteux également. Et donc on arriverait, je l'espère, avec des pixels qui seraient plus abordables. Ouais, voilà. Du flagship un peu plus raisonnable quoi. Bah peut-être, c'est même pas du flagship, je veux dire avec des Snapdragon 765, et vu les caméras que tu as dedans, tu es plus en phase des, voilà ce qu'on nous dit dans la chatroom, des OnePlus Nord ou des choses comme ça, donc un peu plus modestes, mais sur lesquels Google était déjà présent avec sa gamme Nexus.
qu'ils ont abandonné en voulant monter en gamme avec les pixels. Mais peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur public Ils aussi. sont revenus sur des Nexus, mais appelés Pixel. Voilà. Le Pixel 4a donc, est à droite, qui est le grand. Les A dans les pixels sont en général des téléphones qui trouvent pas mal de monde en public en fait en achat. Ouais. Lui, il serait confirmé. Le prix était confirmé à 499$ aux US, Ah oui. donc $500 globalement, ce qui revient dans les gammes plutôt classiques qui étaient relativement cher quand même, mais abordable pour un téléphone by Google avec toute la techno qui va dedans. C'est ça. Les dernières mises à jour, tout Google Assistant qui va bien et tout ça. C'est pas un iPhone ou un Samsung à 1000 balles. Quoi. Non, c'est ça. Tu peux en prendre deux à ce prix-là. Exactement. Voilà. Allez, dans les annonces de hardware, on va finir avec Fitbit qui a annoncé plusieurs renouvellements de ses montres et bracelets, mais j'ai retenu surtout la Sense. Fitbit Sense, c'est cette magnifique montre qui est ici. Ouh. Et elle est pas mal. Elle me rappelle une montre. Ouais, un peu plus arrondie. Enfin, elle a quand même un petit design derrière, à part le bracelet qui m'a l'air un peu cheapos, je pense. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette montre-là? Elle est truffée de capteurs, et beaucoup plus de capteurs que ce qu'on peut trouver sur les autres périphériques de ce type-là. Notamment, elle est capable de mesurer régulièrement ta température. Ah. Mais pourquoi donc? Covid. Exactement, c'est la première montre anti-Covid. Oh. Elle va pouvoir faire un suivi régulier de ta température et du coup détecter des anomalies et t'alerter s'il y a le moindre changement. Donc ça tombe bien dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Ça peut servir évidemment pour le Covid, mais pas que. En dehors de ça, ça peut aussi te servir pour n'importe quelle alerte de maladie. Bah oui. Voilà. Et le gouvernement va nous envoyer une chacun, c'est ça? Ça serait bien, moi je veux bien. Avec les masques. 330€, je veux bien. Ah oui. Comme subvention, c'est pas mal. Alors, ou pas. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'elle va aussi apporter des capteurs pour mesurer ton stress, pour mesurer l'état de ton cœur globalement, mais aussi le sommeil. Voilà. Donc le stress, ça va se faire par un capteur qui est intéressant. C'est un capteur en fait sur lequel tu vas poser ta main comme ça dessus. Ouais. Et en fait, ça va se faire par, j'ai perdu le nom. Tes micro-mouvements. Oui, c'est ça. C'est les micro-mouvements de ta peau et ils vont regarder ça. Et en quelques secondes, ils vont mesurer ton taux de stress, ils vont l'enregistrer. Donc ça se fait pas en continu, c'est à toi de mettre la main dessus. Par contre, le cœur se fait par ECG, donc assez classique, pareil, comme tu peux l'avoir sur l'Apple Watch notamment. Ouais. Et faire un suivi de ça. Voilà. Fitbit, je vous le rappelle, qui doit être acheté normalement si l'autorité anti-concurrence des États-Unis donne son feu vert par Google. Voilà, donc ils vont être contents de récupérer toutes ces données de santé. Bien. C'est une montre Pixel les prochaines peut-être. Ça serait. Entre Fossil et Fitbit, ils peuvent faire quelque chose de bien quand même. Hein. Bah oui. Voilà, on les attend. Enfin, moi, je les attends là-dessus d'ailleurs. Mais tu peux attendre. Non, c'est pas vrai. J'ai mises à jour de Fossil qui sont vraiment pas mal. Là, pour le coup, ça fait très longtemps, ça n'a pas bougé. Et là, il y a eu quelques mises à jour. Ouais, il y a deux mises à jour. Une mise à jour Fossil qui permet de faire de mettre en avant les capteurs des données les données des capteurs qui sont déjà collectées. Donc une appli qui manquait dans Google Fit. Et puis l'amélioration d'Android Wear qui continue. Voilà, niveau performance. Voilà, donc on l'attend pour l'instant aux États-Unis pour bientôt, cette montre-là qui va sortir d'abord là-bas. En France, on ne sait pas encore. Voilà. Mais il y a déjà des concurrents. Alors, on le sait très bien avec les Apple Watch et les Samsung et aussi WeThings qui sont sur ces positionnements sur les données de santé. Donc Fitbit peut arriver avec une nouvelle proposition qui est très intéressante. Je ne vous ai pas parlé d'autonomie 6 jours. C'est pas mal. C'est pas mal. Et pour faire les capteurs le suivi de ton sommeil, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal, ouais. Elle est à combien l'Apple Watch, pardon. Combien d'autonomie l'Apple Watch? Je pense que 2-3 jours max. 2 jours max. 2 jours, je pense. Hein. Voilà. Et elle est compatible avec Google Assistant et Alexa. C'est cool. Ouais. Voilà. On a fini pour les actus de cette semaine. On a passé vachement de temps. Il nous reste à traiter le gros dossier. Le dossier. Le générique dossier. Mais c'est quoi donc? Alors le gros dossier, c'est le feuilleton de cet été. Je vous en ai parlé, j'en ai teasé juste avant le début de cette émission. C'est Epic versus les App Store en général. Voilà. Alors je vais vous faire un petit previously dans cet épisode Epic contre les stores. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous rembobine rapidement tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Epic, c'est l'éditeur du coup d'un jeu qui s'appelle Fortnite, que vous avez forcément entendu parler, qui est extrêmement répandu et populaire auprès des jeunes et des ados, et qui est distribué sur toutes les plateformes, et notamment les mobiles, globalement, sous la forme d'un jeu gratuit avec du contenu freemium. Donc vous pouvez acheter des crédits en jeu pour aller acheter des compléments du genre des skins, des armes, des tags, des trucs comme ça, qui sont utilisés dans le jeu. Donc évidemment, Fortnite est dispo sur les téléphones Apple, donc iPhone, mais aussi sur les Android. Et ça se passe par les stores, évidemment, ils publient les applications sur le store. Fortnite est publié sur les stores.
Dernière mise à jour, en fait, ils ont publié une mise à jour de Fortnite, très bien, qui est passée par les stores. Les stores font des validations, Apple valide et Google aussi valide que c'est respecte les conditions d'utilisation du store, qu'il n'y a pas n'importe quoi dessus, que ça crache pas, enfin plein de trucs qui valident derrière. Et ça passe entre les mains des utilisateurs, c'est diffusé sur les téléphones mise à jour. Mais là, Epic, ils ont fait un truc bien foireux, bien couillu, on va dire. C'est-à-dire que... Bien interdit, surtout. Bien interdit, également. Ah, enfin, ça dépend. Si. Ils ont fait une mise à jour silencieuse. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait une mise à jour, ils ont poussé dans l'application, en fait, l'activation d'une fonctionnalité sans avoir à publier de nouvelles versions de l'application sur le store. Voilà. On appelle ça livrer désactiver. Les fonctionnalités livrées désactivées. Exactement. Voilà. C'est très connu. Et ils ont activé quoi dans Fortnite? Un nouveau système d'achat du coup de tes crédits, donc c'est des V-Bucks, des crédits virtuels de chez Fortnite pour pouvoir les acheter. Et alors ils ont brandé ça tellement bien qu'ils avaient prévu en disant un panneau d'achat, puis dans l'application tu peux dire je veux acheter des crédits, ils ont dit ben voilà, tu veux acheter des crédits, si tu veux passer par l'App Store ça te coûte tant, voilà, très bien. Si tu veux passer pas par l'App Store, écoute, ça te coûte moins cher, et t'en as autant. Et en fait, c'est nous qui t'offrons les 30%, parce que Apple c'est des méchants, ils se prennent 30% de la part, du coup nous, on te donne ces 30%, du coup t'as plus de crédits pour le même prix. C'est cadeau. Epic, on est tellement gentil pour toi. Voilà. On veut le bien de l'humanité. Voilà. Non, ouais. Alors ça, après, on en parlera. Mais du coup, évidemment, derrière, kickban violent de Apple qui a réagi le premier en dégageant Fortnite du store, en expliquant qu'évidemment, c'est une violation claire et nette des conditions d'utilisation de l'App Store et des applications sur le store. Voilà que oui. Alors, si vous vous souvenez, juste petite parenthèse. Si vous vous souvenez dans Hello World, on avait soumis en bêta à la base, enfin même pas en alpha Google, la première version de l'application mobile. On avait un onglet nous soutenir. Dans cet onglet, il y avait une image, enfin un logo de PayPal, et il y avait un logo de Twitch, et il y avait un logo de Utip. Et les trois ouvraient juste une page web avec l'adresse de notre PayPal, l'adresse de notre Twitch et l'adresse de notre Utip. Et on s'est fait dégager l'appli en fait. Du coup, cette appli-là, j'ai même à tel point que en fait, au bout d'un moment, j'ai quand même supprimé la section, j'ai continué à soumettre et il continuait de me la refuser. Au final, j'ai dû supprimer l'appli et en refaire une autre. Mais voilà. Donc oui, ils sont assez violents avec ces conditions d'utilisation là. À partir du moment où vous êtes développeur d'applications mobiles, vous voulez faire des paiements, des transactions dans votre application mobile et vous n'achetez pas, enfin vous ne vendez pas plutôt des produits physiques, vous vendez des produits virtuels, il faut passer par l'in-app purchase. C'est interdit sinon. Donc voilà, l'achat in-app qui est proposé par l'App Store, évidemment. Du coup, tu passes par le système de paiement de l'App Store. Tout à fait. Bon, donc, ban des stores, voilà. Du coup, réponse d'Epic, directement, dépôt de plainte pour abus de position dominante contre Apple et aussi contre Google, évidemment, puisque du coup, tu ne peux pas passer outre les stores. Ils sont les seuls dessus, les maîtres. Tu peux pas faire autrement. Antitrust. Voilà. Antitrust. En même temps, réponse intégrée dans Fortnite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une vidéo de propagande anti-Apple. Bien, ils ont l'habitude dans Fortnite de faire des diffusions, tu vois, genre des concerts, des vidéos, des choses comme ça, intégrées à Fortnite. C'est pas qu'un jeu en fait de tir, c'est aussi une seconde vie, une second life intégrée pour les jeunes. Et du coup, ils ont fait une vidéo de propagande qui reprend, à s'y méprendre, la vidéo de publicité de l'époque d'Apple 1984. George Orwell, rappelle-toi, qui faisait la guerre contre IBM en fait, où Apple se positionnait en tant que on dézingue IBM qui a le monopole sur l'ordinateur. Qui est des méchants. C'est des méchants, tout ça. Donc ils ont repris, ils ont parodié ça contre Apple, ce qui est quand même... En disant qu'Apple, c'est les méchants. Voilà, Apple, c'est les méchants. Ils ont lancé également, évidemment, les réseaux sociaux avec des hashtags de Free Fortnite pour dire « Allez, venez tous avec nous combattre le méchant Apple ». Ils ont militarisé toute leur communauté pour venir les mettre à dos d'Apple. Et en parallèle, ils ont aussi lancé une coupe intégrée dans Fortnite qui s'appelle Free Fortnite Cup. Donc c'est un tournoi spécial anti-Apple que si tu le gagnes, tu as le droit à débloquer une magnifique skin avec une tête de pomme. Voilà. C'est ce qu'on appelle la trollitude professionnelle. Enfin, moi, j'appelle même ça de la propagande. C'est vraiment, ils ont vraiment embarqué toute leur communauté en disant Apple méchant. C'est clair. Nous, on est là, on est gentils, on vous veut du bien. Nous, surtout du bien, on veut du bien de votre portefeuille, surtout. C'est ça, exactement. Bon, on en est là.
Et comme Apple... Mais Apple, du coup, Apple, ils sont gentils. Réagit, du coup, ils ont dit, vous nous faites chier. Non, ils ont pas dit ça. Non. Ils ont dit, bon, écoutez, vous abusez. Du coup, ils ont banni tous les comptes développeurs de Epic sur l'ensemble de leur plateforme. Et pas seulement. Pas iOS et pas macOS. Du coup, tous les comptes de dev, ça veut dire que Epic, qui est aussi éditeur d'autres choses, notamment Unreal Engine, donc un moteur de rendu 3D parmi les plus populaires dans le développement de jeux notamment, n'est plus accessible pour Epic pour pouvoir en publier des versions et le mettre à disposition d'autres entreprises qui pourront pouvoir l'intégrer. Voilà, donc, ça sent quand même la disposition politique intenable. Ah là, c'est radical. C'est genre, on ne veut plus même du tout chez nous. L'Unreal Engine, c'est quoi? C'est 40% des jeux, quoi. 50% des jeux sur l'App Store. Alors, du coup... Tu peux pas. Du coup, c'est pas possible. Qui c'est qui est monté à la barre? C'est Microsoft, par l'intermédiaire de Phil Spencer, donc le directeur de la division Xbox, mais aussi Kevin Gamil, qui est responsable de la division développeur expérience pour xCloud, qui a fait un missive, donc un communiqué pour démontrer l'importance du moteur pour tout ce qui est autour de l'écosystème du jeu et du gaming, et qu'il est très important de protéger le Unreal Engine. Et oui, parce que c'est du gaming dans tout ça. Sachez que, en plus, ça tombe bien, parce que qui c'est qui est aussi client du moteur Unreal Engine? Microsoft. Ah, dis donc, mais oui, ils sont tous là. Mais quel hasard! Ils sont tous là pour le bien des gens, des développeurs, mais derrière, c'est que des questions de pognon, évidemment. Donc on en est là, le procès d'Epic contre Apple et Google a démarré. Comment dire? Il est posé, voilà, il n'a pas encore démarré officiellement dans les tribunaux. Qui est en cours. Donc pratique anticoncurrentielle et abus de position dominante. Voilà. Mais avant d'attendre le début du procès, Epic a déposé ce qui s'appelle une injonction préliminaire pour limiter les actions d'Apple. Voilà, pour dire que le temps que le procès et la décision de justice se fassent, il y a des choses qui ne peuvent pas rester en place. Voilà, donc ils ont monté ça devant un juge. Donc c'est Yvonne Gonzalez-Rogers qui a communiqué dessus en expliquant un petit peu ça. Donc elle a clairement dit que il est clair que Epic a clairement, volontairement enfreint les règles de l'App Store. Ça fait pas comme si ça faisait plusieurs années qu'il développait des jeux et qu'il les avait bien lus. Donc il le savait très bien. Là, c'est difficile à ignorer. Là. Voilà. Mais elle a quand même interdit à Apple de bannir tous les comptes développeurs et notamment tous les comptes autour du Unreal Engine, puisque ça serait plutôt un dommage collatéral autour de ce qui a été fait pour Fortnite à proprement parler. Bon, surtout qu'à terme, ça dessert Apple, quoi. Enfin, c'est complètement débile comme décision. Ça dessert Apple, mais la question est là, c'est-à-dire que ça fait partie de plein de questions, c'est est-ce que vraiment ça dessert Apple? Est-ce que Apple a besoin de Epic? Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que Epic a besoin d'Apple parce que la population des utilisateurs d'iPhone est nécessaire pour que ça fasse tourner Epic et Fortnite notamment en rentrée d'argent. D'accord, mais je pense qu'il y a tout un tas de jeux qui sont presque aussi importants enfin qui sont parmi les plus importants en termes de sources de revenus de l'App Store, qui sont entièrement fondés sur le Unreal Engine. Enfin, tu te coupes de ça, tu te tires une balle dans le pied. C'est même pas possible, parce que là du coup, si ce sont des jeux qui viennent à être dispo uniquement sur Android, et tu vois un exode massif d'Android d'Apple vers Android, de tout ce qui est gamer mobile, les mecs ils vont pas rester très longtemps. Hein. Si tu te retrouves avec des licences énormes de ton App Store qui tout d'un coup peuvent plus se mettre à jour, je pense que tu t'es fait harakiri, mais avec une fourchette en plastique, quoi. J'aime bien l'image, mais t'y arrives. Je serais vraiment curieux de voir la proportion de ce que tu dis, voir les chiffres, effectivement. Alors, on les a pas, évidemment, hein, quelles sont les proportions des revenus de l'App Store sur les jeux qui utilisent le Unreal Engine. C'est énorme. Je sais pas. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question à Apple avant de faire le ban? Mais non, je pense même pas. Mais ça ressemble à une décision de service juridique complètement décorrélée de tout le reste de la boîte. Ça ressemble à un truc genre, allez, bim, clac, t'es méchant, je te punis. Ouais. Et puis après, tu réfléchis à la punition. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça en fait. Peut-être pas. Donc voilà, donc le procès sera pas avant 4 à 10 mois, hein, donc on n'aura pas de nouvelles d'ici là, donc on va être en statu quo pendant quelques temps. Donc plus de Fortnite sur les iPhones pour l'instant. Enfin, ceux qui sont déjà installés, ils l'auront, mais jusqu'à la prochaine mise à jour de la plateforme. Alors j'ai lu que un iPhone 11 Pro avec Fortnite installé dessus, il pouvait se vendre jusqu'à 3000 € sur eBay. Parce que justement, tu peux plus installer Fortnite. Mais c'est tellement... mais je vois tellement les trucs. Tout ce qui va se passer. Non, mais tu peux... Avec un compte développeur Apple, tu peux le sideloader si t'as l'application, en fait, le binaire de l'application. Même si ton téléphone est jailbreaké, enfin, je pense que tu peux récupérer. Est-ce que tu crois que ça va augmenter
Est-ce que tu crois que ça va augmenter le taux d'iPhone jailbreaké? Quand même, j'irai pas jusque-là. Non, mais enfin, c'est pas une décision tenable de la part d'Apple, c'est pas possible. Bon, mais Surtout qu'en ce moment, enfin, ils ont pas envie de se mettre les populations de développeurs à dos. alors ça, c'est une excellente question qui rejoint la suite, c'est-à-dire que derrière ça, en fait, c'est pas seulement Epic contre Apple, Ben non. c'est aussi Apple contre le reste du monde. C'est-à-dire comment Apple va défendre son positionnement et va justifier ça. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont toujours demander ces 30%, donc c'est les 30% de commission prélevés sur tous les achats dans l'application. Est-ce qu'ils vont montrer qu'ils sont tellement omnipotents sur l'App Store qu'ils peuvent détruire comme ça des écosystèmes applicatifs? Et du coup, les développeurs vont flipper et ils vont se dire bah, j'ai plus vraiment envie d'aller là-dessus. Ben ouais. Bah il y a ça et puis il y a aussi le fait qu'en ce moment Apple fait fait quelques mouvements qui font déjà peur aux développeurs. Apple a annoncé en 2021 son premier MacBook ARM. Oui. Tous ceux qui sont développeurs, qui développent autre chose que des sites web, enfin qui développent des applications compilées, savent à quel point changer d'architecture, ça peut être un enfer absolu. Ils vont fournir les outils pour les porter quand même. Mais je pense qu'ils fourniront les outils, mais je pense que... Enfin, en préparant le dossier, j'ai regardé ce qui s'était passé la dernière fois qu'ils ont changé de plateforme. Même pas la dernière fois qu'ils ont changé de plateforme. La dernière fois que c'était pour Catalina, et ils ont dit aux développeurs, maintenant on arrête le support du x86, vous êtes obligés de recompiler tout en x64. Ouais. Et ben il y a des milliers de logiciels qui ont dégagé de macOS. Oui, mais est-ce que c'est parce que c'était trop compliqué? Est-ce que c'est parce que des logiciels qui étaient plus maintenus, tout simplement, ou plus utilisés? Enfin, il y a tout ça. Ouais, mais t'as aussi Bootcamp. Pourquoi ça existe? Parce que c'est une archi Intel. Et une archi Intel, tu peux faire tourner un Windows sans problème dessus. Ça, à la rigueur, c'est un choix de plateforme, mais c'est pas un choix politique, décision qu'ils pourraient avoir, parce que là, en fait, c'est rediscutable. Est-ce que les 30% actuellement prélevés sont toujours d'actualité? Je veux dire, par rapport à l'économie actuelle, par rapport à tout le pognon qui se fait sur le store, est-ce que 30% c'est encore justifié? Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'est-ce que 30% sur des achats in-app pour de la monnaie virtuelle? En fait, t'achètes même pas une application, t'achètes de la monnaie virtuelle dans l'application, donc c'est vraiment c'est du rien, c'est du virtuel. Oui. Est-ce que c'est des choses qui sont encore justifiées aujourd'hui? Sachant que oui. Apple se défend de ne pas faire d'exception, c'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne, sauf il y a Amazon quand même. Et oui, parce qu'Amazon, tu peux acheter dans l'application, mais t'as pas de 30% d'Apple qui passe dessus. Donc tout le monde sauf Apple. Oui, mais du coup, c'est quoi? C'est un bien matériel contre un bien immatériel? C'est ça qui justifie le... Non, mais c'est dans les conditions d'utilisation du store. À partir du moment où tu vends quelque chose de physique, un produit physique, tu n'as pas de... Enfin, tu peux passer par autre chose que de l'in-app. Cdiscount, c'est la même chose. Fnac, c'est la même chose. Darty, l'appli Darty, je sais même pas si y a une appli Darty. Pardon. Tu prends l'appli Cdiscount, t'as un tunnel de paiement dedans. Et avec des paiements par carte bleue. Dans tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est commerce mobile, entre guillemets, m-commerce, t'es obligé d'avoir un tunnel de paiement avec des paiements carte bleue. C'est pas possible, sinon. Et ça, c'est justement comme ça qu'ils ont tourné leur CGU, c'est que si tu vends quelque chose de physique, tu n'as pas l'obligation de passer par l'in-app. C'est uniquement si tu vends du virtuel. D'accord, ok. Alors il faudrait que Fortnite, enfin Epic, ils développent du coup l'achat de cartes avec des codes à gratter que tu insères dans Fortnite et te les livres chez toi, ça marcherait ça? Mais je suis pas sûr que ça marcherait. Bon, mais du coup, il y a plein d'autres gens qui se sont insérés dans ce débat, évidemment. Il y en avait plein qui avaient déjà essayé de négocier des trucs avec Apple. On pense à d'autres gens, notamment. Si je vous parle de Spotify, et oui, Spotify actuellement, donc il y a des abonnements premium. Ils sont, avec ces conditions-là, interdits de publier. Enfin, c'est pas qu'ils sont interdits, c'est que leur business model ne fonctionne pas si Apple prend 30% sur les abonnements qu'ils ont actuellement. On sait que le streaming de musique pendant longtemps a été même à perte, voire très peu à l'équilibre. Là, ça commence à bien marcher, mais 30% ne ferait pas, enfin, ce que dit Spotify en tout cas, ne ferait pas que ça soit rentable, ou en tout cas intéressant. Donc du coup, Spotify est dispo sur les stores, mais par contre, tu peux rien faire comme achat. Tu peux pas t'abonner. Donc ils le disent dans l'application, c'est-à-dire qu'ils disent, on le sait, mais c'est comme ça. Donc c'est pas les seuls, il y a aussi ProtonMail, Match Group, donc Tinder, qui propose du coup des abonnements pour le service, mais là du coup tu es sur du service. Oui. Donc c'est pareil. Mais c'est virtuel. Voilà, mais c'est dématérialisé.
Donc ils montent aussi sur le créneau, ils disent mais nous aussi on vient avec vous, Ah oui, bah on oui, vient oui. soutenir Epic évidemment. Et il y a aussi évidemment aussi la presse qui s'en mêle. New York Times, Washington Post et Wall Street Journal qui veulent eux aussi de leur côté des conditions plus favorables. Alors eux on les avait aussi attendus il y a pas longtemps pour tout ce qui était Apple News, hein, rappelez-vous. On a les mêmes trucs côté Google aussi, donc voilà. Tout le monde en profite pour se jeter dans le combat, en tout cas son mot à dire et son parti à prendre dans cette discussion en cours. Alors qu'ils comprennent pas à quel point c'est cher Tout le de monde- faire un App Store. Non, mais Il y a des frais de malade. Tu sais, moi franchement, j'aimerais bien, franchement, c'est un truc intéressant, c'est que ce procès-là va pouvoir permettre d'ouvrir et de donner un peu plus de visibilité sur ça. On a le vu, ratio revenu-coût, mais on a commencé à avoir je des pense qu'il est mails, mortel. on a commencé à avoir des mails passés, des trucs que Apple est assez fermé quand même, il communique Oui, très peu à oui. l'extérieur. Il y a des choses, je pense, on va ouvrir, on va avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dedans et peut-être justement avoir des doutes sur la manière dont les stores sont rentables ou pas. Sauf s'ils arrivent à étouffer l'affaire avant le procès. Ah, Petit ils chécos, sont forts là. Fortnite revient, allez, on vous pardonne. Mais Voilà. ouais, non, moi tout le temps où j'ai préparé ce dossier, enfin où j'ai lu notamment tout ce que j'ai pu sur le sujet, j'ai pensé quand même, le coût des App Store, ça ressemble énormément aux autoroutes françaises. C'est-à-dire Ah, que on te dit, je vois ce tu que tu veux dire. payes un certain montant parce que c'est cher une autoroute. Alors c'est cher de construire une autoroute, après c'est cher l'entretien, je veux bien. Par contre, quand tu vois combien tu payes pour prendre une autoroute, je pense qu'on est très très loin des coûts d'entretien d'une autoroute. Et je pense qu'il y a, il y a une plus-value monumentale qui se fait sur ce sujet-là. Et je pense que l'App Store, finalement, c'est un peu le même business model. C'est-à-dire que tu as créé des serveurs, bon, certes, avoir à disposition tous les builds et tous les binaires de toutes les applis du monde, il y en a des millions, et même je pense on en est pas loin de la dizaine de millions maintenant. Donc c'est sûr qu'au niveau serveur, au niveau infrastructure, les coûts d'infra doivent être mortels et énormes. Mais par contre, par rapport aux revenus, quand tu les mets en perspective, je pense que ça doit être risible par rapport aux revenus. Enfin, les revenus sont monumentaux. Enfin, je sais pas quels sont. J'ai pas regardé les derniers chiffres, mais déjà du temps d'Angry Birds, c'était n'importe quoi. Enfin, et Angry Birds, ça remonte. Hein. C'était déjà énorme. On va bien voir. Côté Google, c'est moins compliqué parce qu'en fait, tu peux déjà installer d'autres stores à côté. Oui. Et tu peux même installer relativement facilement l'APK, donc l'application Fortnite, sans passer par quelques stores que ce soit. Ils ont même d'ailleurs très bien documenté ça. Actuellement, tu peux le faire. Oui, puis Google est pas trop dans l'achat in-app. Il pousse plus à la pub. Enfin, je me souviens justement, on parlait d'Angry Birds. Angry Birds, quand il est sorti d'abord sur iOS. Ouais. Ils avaient sorti un article après 9 mois d'exploitation de la licence. Les 6 premiers mois, ils avaient que la version iOS et elle était payante. C'était 2,49€ ou 2,99€, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, sur les 6 premiers mois, ils ont fait 4 millions de dollars, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Pour juste une appli, un jeu, c'est énorme. Au bout de 6 mois, ils ont porté sur Android, le portage était fait, et ils se sont dit sur Android, bon, un téléphone Android c'est quoi? C'est un téléphone qu'on t'offre à une époque, Domino's Pizza, t'achetais 3 pizzas, t'avais un téléphone Android avec. Donc on n'est pas sur le même jugement de valeur par rapport à la possession du truc. Et ils se sont dit, bon, ça va être difficile de leur vendre une appli. Donc ils se sont dit, on va surtout mettre de la pub. Ils ont fait ça, donc je vous rappelle, 6 mois d'exploitation sur iOS, 4 millions de dollars. Le premier mois d'exploitation sur Android, 20 millions de dollars de pub. Donc ils se sont dit, bon, ben, on va arrêter de la faire payer, et on va passer en modèle tout pub. Et le modèle tout pub a l'avantage aussi de ne pas avoir les 30% d'in-app. C'est-à-dire que tu es payé et tu es rémunéré directement par ton publicitaire. Après, bon, il faut avoir une belle base installée et puis leur servir des pubs un peu intéressantes, entre guillemets, pour pas non plus la perdre. Donc c'est le jeu du chat et de la souris, quoi. Mais c'est vrai que ce sujet des stores, comme tu dis, effectivement, il est possible qu'on en vienne à un peu laver le linge sur la place publique de tout ce qui se passe dans ces stores-là, des conditions d'utilisation et à quel point c'est rentable et est-ce que ça peut changer ou pas, quoi. Oui, mais oui,
pour l'App Store. Mais après, est-ce Oui. que Apple sera capable de défendre le fait qu'il n'y a que l'App Store de disponible comme possibilité de distribution d'applications pour Ah. l'iPhone? Il y a aussi ça. Dans le cadre de l'antitrust. Dans le cas de, oui, de pratiques anticoncurrentielles Mm. sur l'iPhone. Donc ça va être aussi ça. Parce qu'ils vont justifier le fait que, oui, on garantit la sécurité de l'écosystème. Alors, tu as la partie ligne éditoriale, parce que du coup, ils choisissent les applications qui vont dedans ou pas. Donc ça, c'est leur choix, à la rigueur. C'est leur responsabilité même. Mais t'as pas d'équilibre pour pouvoir faire autrement, en fait. Oui. Donc c'est aussi ça aussi qui va être mis en discussion dans ce procès-là. Parce que le Play Store, on sait qu'on peut installer d'autres stores, hein, mais tu as pas mal de sécurité aussi qui est garantie. Donc ils te le disent, tu as des gros warnings, attention, tu vas sécuriser tout ça. Est-ce que, d'après toi, c'est quelque chose qui serait possible, imaginable, que Apple arrive à proposer des stores alternatifs? Je crois absolument pas. Apple, il serait plus du genre à dire ok, alors tu veux pas qu'on ait qu'un seul store sur iOS, ok, dis combien. Vas-y, dis combien. dis combien le store. Non, laisse tomber. Apple, je vous rappelle qu'ils ont combien 2020 milliards en banque, c'est ça? Non, un truc de malade. Je sais plus. 2020 milliards de dollars, enfin je veux dire, ils peuvent racheter les États-Unis quoi. Enfin, bon, c'est... Oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Alors, ok, très bien. Mais alors, ça veut dire que Apple est tellement gros qu'il peut du coup faire ce qu'il veut parce que il n'a pas besoin de personne en fait sur son écosystème. Du coup, tu n'as personne d'assez gros pour faire un contre-pouvoir, pour pouvoir choisir comment faire son business dessus. Tu n'as juste pas le choix. Ben, comme énormément de situations et de plateformes. Enfin, c'est le business des plateformes. Je pense que les plateformes type de vente de e-commerce sont venues à la marketplace, mais je pense que c'était pas dans ce but-là, dans le but de démocratiser le fait d'avoir plusieurs fournisseurs, machin, etc. C'est surtout parce que ça leur a fait gagner beaucoup plus d'argent. Mais tous les business de plateforme autres que du commerce, ils sont hyper verrouillés. Enfin, Oui, actuellement. quand tu as un compte Deezer, dans ton appli Deezer, je crois que tu peux pas loader des MP3 à toi. Je sais plus. Peut-être que si. Mais bon, je sais pas si Spotify tu peux, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est à partir du moment où tu as une plateforme, tu as tendance à verrouiller ta plateforme. Alors, on va prendre des remarques dans la chatroom parce que ça parle beaucoup, évidemment. Cédric, du coup, salut, qui nous dit que, ben oui, mais c'est comme 90% des gens sur Android qui utilisent le Google Play. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que les gens utilisent le Google Play parce qu'il arrive par défaut. Bah oui. Mais ils ont la possibilité de le faire sans. C'est-à-dire que c'est même pas. Est-ce que c'est facile ou pas? Bien sûr que non, c'est pas facile. Le commun des mortels va pas pouvoir y aller. Mais il y a la possibilité de. Oui. Que là, tu l'as même pas. Et on sait très bien que même si tu laisses le choix aux gens, ils vont même pas forcément le prendre. Mais il y aura la possibilité de. Et là, tu ne l'as pas. C'est ça qui vraiment pose problème sur lequel veut monter au créneau Epic Games. Mais, Ouais, après, si tu vas jusqu'au bout des choses, à Allons-y. l'époque de l'antitrust Microsoft, sur Windows, tu avais Internet Explorer par défaut, mais tu avais la possibilité d'utiliser autre chose. Pourtant, ils ont mangé quand même. Ils ont mangé. Ils ont été obligés d'avoir un pauvre truc qui t'embête au premier lancement de Windows et qui te demande quel navigateur tu veux en premier, quoi. Et ça, est-ce que la justice américaine serait capable, du coup, si on va jusqu'au bout des choses, du procès, est-ce qu'elle serait capable de dire, eh ben, sur Android maintenant, quand tu actives ton Android, tu vas demander à ton utilisateur quel store il veut, et pareil pour iOS? Je sais pas. Alors, Mais toujours est-il que moi, je suis assez d'accord avec quelques trucs qui passent sur la chatroom qui disent que Apple et Google, ils sont quand même dans le même cas, hein. alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que. Oui, non, mais j'entends ton argument. Non, mais j'ai à rebondir sur ce que disait Cédric, c'est-à-dire que Microsoft, avec les navigateurs, ils avaient 90% du part de marché, en fait, Oui. de l'OS. Donc, en fait, ils avaient vraiment une position dominante. Mm. Et du coup, une pratique anticoncurrentielle en disant, ben, c'est nous la plateforme, globalement, et tu peux pas installer autre chose enfin, pas, tu peux pas installer, tu arrives par défaut avec le navigateur. Là, les parts de marché sont pas tout à fait les mêmes. On est vraiment sur l'écosystème Apple, et donc c'est les pratiques anticoncurrentielles au sein de l'écosystème Apple. Donc déjà sur un niveau plus fin en dessous. Oui, mais je parlais pas d'iOS, je parlais sur Android. Donc merci Cédric, mais je parlais plutôt d'Android. Je faisais l'analogie entre Internet Explorer sur Windows et le Play Store sur Android. Certes, on peut utiliser d'autres stores, mais par défaut, on n'a que le Play Store. Tu crois que tu aurais... Ah non, ça serait... Bah,
C'est... Non, mais alors, du coup, est-ce que le mobile, est-ce que tu peux comparer l'expérience et l'usage d'un mobile à ce Pour qui se moi, fait c'est sur la PC? même chose. Hmm. Windows est livré avec IE, Hmm. Android est livré avec le Play Store. Enfin, Android, c'est 90% enfin, 80% de la base installée des smartphones mondiaux. On est, pour moi, dans la même situation. En fait, qu'on compare Android ou iOS, certes, ce que tu disais, la différence sur Android, on a le choix, mais par contre, on ne nous le laisse pas par défaut. Madame Michu, elle n'a que le Play Store. Elle va jamais aller se renseigner sur les stores alternatifs. Elle le fera jamais, ça. Bon, vous voyez toutes les questions que ça ouvre, mais on clair. n'aura pas les réponses de suite. On va encore Ah. débattre pendant longtemps, puisque c'est dans au moins 4 mois avant qu'on commence à avoir des infos supplémentaires. Voilà. Je te propose d'en rester là. Ouais. Ce long débat, cette discussion qui enflamme la chatroom encore beaucoup. On ne conclura pas ce On soir. ne conclura pas ce soir, évidemment, mais ça ouvre pas mal de choses. Ça va être passionnant de voir cette évolution-là l'année Carrément. prochaine, évidemment. Pour conclure cette émission, on va remercier le dernier flot de personnes qui nous ont soutenus en live ce soir sur Twitch. On remercie Cublanc qui a renouvelé son abonnement Prime pour une durée de 44 mois. On remercie Raglink également et Babila67 et Toufik tout à l'heure, je vais lui passer, qui nous a fait quelques dons de bits. Merci. Voilà, merci à vous tous, des bisous, des bisous. Du coup, si vous voulez en savoir plus ou continuer ce débat avec nous, ça se passe principalement sur Twitter. Sur Twitter. Voilà, en mode je les ai pas inversé. mis dans l'ordre. Toi, t'es pile en dessous, donc PC Galen. Et ouais, Et je suis tout au bout là-bas, Chris Kamikas. tout à fait. Si vous souhaitez également nous soutenir, comme l'ont fait plein de personnes ce soir, ça se passe soit avec votre abonnement Prime Gaming, anciennement Twitch Prime, voilà, donc vous venez nous soutenir, vous abonner à la chaîne Studio Renegade, sinon tipeee.com/std Renegade également, ça vous ouvre l'accès à la communauté Slack notamment, vous allez pouvoir débattre avec nous aussi de tout ça et plein d'autres choses. Si vous voulez après en savoir plus sur tout ce que nous faisons et nous produisons autour de ce studio, c'est sur studiorenegade.fr avec plein d'autres émissions. Je crois que tout de suite après, on a un stream de jeu sur Ghost of Tsushima. Demain matin, on a la revue tech avec Morning Tech Review, si je dis pas de bêtises. Enfin, allez voir sur studiorenegade.fr, vous avez l'agenda notamment avec tout le planning. Et vous avez même une app dans les stores. Et il y a une app également dans les stores pour retrouver cet agenda directement sur votre mobile. Qui même là, du coup, a eu des péripéties avec les stores. Voilà. Même à notre petit niveau. Merci à vous et on vous dit à bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.